Sur la route de Carrefour, au bas de Port-au-Prince, je me dirige de tôt matin vers le quartier de Martissan, situé au sud de la capitale, entre le morne l'hôpital et la mer. Il y a à peine 3 ans, la violence des gangs faisait rage ici, et ce bidonville de plus de 250 000 personnes était devenu une zone de non-droit où régnaient les armes et la peur. Je vais à la rencontre de Michèle Pierre-Louis, ancienne première ministre d'Haïti, mais surtout fondatrice et présidente de l'ONG haïtienne Fondation Connaissance et Liberté, la FOCAL, qui a largement contribué au retour du calme dans la zone. En effet, le parc de Martissan est avant tout un projet de revitalisation urbaine qui a permis l'amélioration des conditions de vie dans un quartier en proie à de sérieuses difficultés. Pour y parvenir, la FOCAL a encadré les groupes organisés du quartier pour avoir un impact plus direct sur la population. Grâce aux différentes sessions d'espace de parole, la population est au fur et à mesure sortie de son mutisme et de la violence. L'engagement de la FOCAL et les différentes formations auxquelles les représentants d'associations ont pu participer ont permis de raffermir leur solidarité communautaire et de promouvoir en même temps leur sentiment d'appartenance à une même communauté. Aujourd'hui, les armes se sont tues et c'est un véritable oasis qui a éclos au milieu de la misère. Dans un pays où nulle part la notion d'espace urbain n'a été explicitement définie, la FOCAL travaille depuis 2007 à la réalisation de ce parc urbain avec une section jardin botanique. Le plan paysager a été effectué de concert avec des spécialistes du National Park Services des États-Unis afin de permettre à cet espace, unique en son genre en Haïti, d'évoluer avec le temps. La complexité du projet relève du défi. En effet, le parc de Martissan est un espace public qui se veut non seulement un parc botanique et médicinal, mais aussi un espace culturel, éducatif et récréatif. Ce superbe parc est formé par un ensemble de 4 anciennes propriétés privées, l'habitation Leclerc, les résidences Dunham et Mangonnaise et l'habitation Pauline, devenues des espaces publics par arrêté présidentiel en 2007. L'ensemble fait environ 17 hectares et comprend un mémorial aux victimes du séisme de 2010, ouvert au public depuis le 31 janvier 2011, l'habitation Leclerc qui va constituer le parc botanique, des travaux d'assainissement de grande importance y ont déjà été effectués et actuellement un travail d'aménagement est en cours. Ensuite, le centre culturel Catherine Dunham, en phase de finition, qui hébergera une médiathèque antisismique super moderne pour les habitants de la zone et un jardin médicinal de grande qualité. Et enfin, l'habitation Pauline qui va héberger un institut des métiers de l'environnement. Visite guidée de cet espace innovateur avec Michèle Pierre-Louis. Nous sommes donc au parc de Martissan. Le parc consiste en 4 propriétés qui ont été déclarées d'utilité publique par le président Préval en 2007. Et dans un décret d'utilité publique, il faut dire ce qu'on veut en faire. Et la décision avait été prise, un peu sous notre impulsion à FOCAL, d'en faire un parc public. Et le président Préval avait dit à une condition, est-ce que FOCAL est prête à accepter de créer et de gérer le parc? Donc on a un contrat avec le gouvernement pour créer et gérer le parc. D'abord, je l'avais signé avant même que je ne sache si j'allais au gouvernement en 2007 avec Jacques-Édouard Alexis. Et Lorraine, qui m'a succédé comme directrice à FOCAL, a signé avec Jean-Max Bellerive jusqu'à 2015. Et là, le Premier ministre Lamotte a décidé à encore donner un prolongement à FOCAL parce qu'il reste beaucoup à faire. Donc c'est un parc public et nous, on a une maîtrise d'ouvrage déléguée du gouvernement pour créer et gérer le parc. Et nous avons eu avec le National Park Service, quand j'étais Premier ministre, j'avais demandé au National de venir faire un petit topo des parcs ici. Et avec eux, en 2010, après le tremblement de terre, on a fait un plan directeur. Et sur demande des gens du quartier avec lesquels nous travaillons beaucoup, cet espace est devenu un mémorial en mémoire des victimes du 12 janvier. Donc ici, c'est l'entrée du mémorial. Et ce que vous voyez là, ce sont les règlements
du mémorial du parc de Martissan en créole et en français, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, parce que c'est quand même un espace de recueillement. Alors, est-ce que vous pouvez rapidement revenir sur l'historique? Parce qu'évidemment, il y a toute une histoire qui se cache derrière ce parc, qui est absolument passionnante. Et vous y avez redonné vie. Donc, Voilà. j'aimerais quand même qu'on partage ça. En 2005-2006, à Focal, on a commencé avec d'autres institutions, la Fondation Culture Création, le Centre Pétion Bolivar. On a commencé à faire un plaidoyer pour essayer de sauver la propriété de Catherine Dunham, que nous allons voir, l'ancien hôtel, la résidence, l'habitation Leclerc et sa résidence. Vous pouvez nous parler de cette personne, parce qu'au Canada, certainement, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas cette femme qui est extraordinaire. Catherine Dunham est venue, c'est une Afro-américaine, qui est venue en Haïti dans les années 30 pour travailler sur sa thèse de doctorat en anthropologie. Elle a étudié à Chicago University et voilà, elle était là vers les années 36-37 à préparer sa thèse de doctorat. Elle rentre en Haïti et comme ça arrive souvent, l'amour, passion et elle vraiment, étant donné qu'elle travaille en anthropologie, donc elle a beaucoup travaillé dans les milieux populaires, ruraux et urbains et naturellement elle est tombée sur le vaudou. Et là, elle a eu une passion pour le vaudou. Et comme elle faisait déjà de la danse, elle s'est intéressée surtout à la danse. Et elle a créé une école de danse. Elle a écrit des livres et tout. Elle a créé une école de danse qui aujourd'hui inspirée des danses vaudou et qui aujourd'hui encore inspire la plupart des grandes compagnies de danse américaines surtout, mais peut-être au-delà même de l'Amérique. Alvin Ailey le reconnaît, Harlem Dance Theater of Harlem le reconnaît et la plupart des grandes compagnies de danse de la côte est à la côte ouest américaine se sont inspirées des pas, de la gestuelle, de la scénographie de Catherine Dunham. Donc, à partir de la propriété que nous allons voir, elle l'a achetée en 1953 et elle a habité cette propriété jusqu'à 1970 où un entrepreneur du nom d'Olivier Coquelin lui demande une cession pour pouvoir construire un hôtel de luxe. Et ça a été l'habitation Leclerc avec toute l'histoire de Pauline Bonaparte, etc. Bon, il y a des gens qui disent que c'est vrai, il y a des gens qui disent que c'est pas vrai, que Pauline Bonaparte était surtout restée dans le Nord, au Cap et à la Tortue. N'empêche, le mythe est là, c'était la résidence de Pauline qui a été la femme du général Leclerc que Napoléon avait envoyé ici pour établir l'esclavage. Donc tous ces mythes ont fait que cet espace est devenu un hôtel de luxe, un peu décadent sur les bords, mais n'empêche vraiment tout un jet set a défilé là. Mick Jagger est venu là, il y a des barons français qui sont venus là. Il paraît que c'est là que le président Clinton et Madame Clinton ont fait leur lune de miel. Donc c'était vraiment une référence jusqu'au sida. Lorsque le sida est apparu sous le nom de 4H, et ça n'a pas été seulement pour l'habitation Leclerc, ça a été pour toute l'industrie touristique haïtienne. Et que parmi ces H, il y avait haïtiens, ça a tué l'industrie touristique haïtienne dans l'année qui suivait. Donc à partir des années 80, c'était fini. Et puis malheureusement, il y a eu deux choses. La chose heureuse, c'est que les gens du quartier n'ont jamais détruit la forêt, ce qui est extraordinaire. Deuxièmement, les gens du quartier, lorsque le quartier s'est déglingué à partir des années 95-96 et qui a commencé à avoir des gangs, que le pouvoir en met les jeunes, etc., bon, c'est devenu vraiment le repère des gangs du quartier. Et nous, quand on a décidé de nous investir, le quartier avait déjà la réputation d'être un quartier de non-droit. N'empêche qu'on a eu cette utopie. Il faut sauver la résidence de Catherine, qui est de l'autre côté de la rue, on la verra, et l'ancien hôtel. Et quand j'ai présenté ça en 2007, le président Préval m'avait invité à une réunion du conseil d'administration, du conseil des ministres, pardon, et que j'ai présenté l'idée de sauver ce parc. L'un des ministres dit, mais la propriété qui est juste à côté, Mangonnet, j'avais une grande carte,
Parce qu'ici, on est sur l'ancienne propriété d'Albert Mangonès. Nous, on voyait surtout l'habitation Leclerc et chez Catherine. Il y a un ministre qui dit, oui, mais il faut prendre tout le boisé, même si c'est séparé par la rue, mais ça doit être un seul parc. Et comme les Mangonès étaient morts, et que cette propriété allait probablement subir le même sort, on s'est dit, bon, faisons l'ensemble des 4 propriétés. Et il y a une 5e qui s'est ajoutée, je vous raconterai ça un peu plus tard. Et aujourd'hui, c'est environ 500 hectares. Non. 500 hectares, c'est tout le quartier. Parce que quand le président Préval a déclaré d'utilité publique, les propriétés, paix à son âme, Gina Porcena, elle est morte le jour du tremblement de terre, qui était la directrice du CNIGS, nous a dit, Michel, il te faut une zone tampon autour du parc. Donc on a déclaré, à partir de la ravine Bréa et de la ravine Jeannot jusqu'à la mer et jusqu'à la montagne, une zone tampon qui est de 500 hectares. Le parc, c'est près de 20 hectares, ce qui est déjà considérable. Donc la zone qu'on appelle la ZAC, la zone d'aménagement concerté, c'est à peu près 500 hectares et c'est à peu près 50 000 personnes. Oui, mais c'est aussi, toute cette zone tampon, vous vous en êtes occupé aussi, parce qu'on a vu sur les routes, par exemple, la route, à partir du début du parc, la route est adoquinée, on a vu des réservoirs d'eau, enfin, c'est des poubelles et tout, il y a un assainissement extraordinaire dans la zone, donc finalement, vous êtes quand même responsable de ces 500 hectares. Vous savez, le parc n'est viable que si la population se l'approprie. Donc pour nous, on a commencé, dès que le moniteur est sorti et que le contrat avec le gouvernement a été signé, on a réuni dans cette propriété d'ailleurs 500 personnes du quartier, des 23 sous-quartiers avec lesquels nous travaillons. Grand Ravine, Tibois, Soré, Crépsac, Delouis, Jeannot, Lajoie, Mantissan, Vaval. On a réuni tout le monde et on a dit voilà. Okay? À l'époque, il y avait à peu près 1 millier de gens qui squattaient l'ancien hôtel. Et je suis très fier de la manière dont on a pu les faire sortir. Vous pouvez nous en parler justement parce que cette époque, c'était une époque excessivement difficile du point de vue politique, une insécurité terrible. Jusqu'à présent d'ailleurs, les environs de Martissan souffrent encore de cette image. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'était une zone de non-droit. Et vous avez quand même osé faire ce que beaucoup n'auraient pas osé faire et ce que beaucoup jusqu'à présent même fuient. Tout à fait, tout à fait. J'ai fait une enquête dans l'ancien hôtel, où il y avait, comme je vous dis, à peu près 45 familles qui représentaient à peu près 1 millier de gens qui étaient là depuis longtemps. Et il y en a qui avaient une autorisation de la mairie de Port-au-Prince d'habiter dans l'ancien hôtel. Et quand je dis au président Préval, il faut que je mette les gens dehors, il me dit oui, mais ces gens sont illégaux là, Michel, il faut les mettre dehors. Je dis non, je ne vais pas commencer un projet en me mettant les gens à dos. Je fais une enquête, famille par famille. C'est pour ça que j'ai toutes les données précises. Le nom des gens, combien d'enfants vivent avec eux, est-ce que c'est une monoparentale, est-ce qu'il y a hommes et femmes, est-ce qu'il y a des gens qui vivent seuls. J'ai tout ça. Et je dis aux gens, ok, voilà, vous participez aux rencontres, on va faire le parc, vous devez partir. Donnez-moi 2 photos. Je fais un formulaire. J'écris le nom de chaque chef de famille, avec toutes les informations. Est-ce que vous avez carte électorale? Est-ce que vous avez carte d'identité? Nancy, on vit dans un pays incroyable. Là, à 10 minutes du centre-ville, la plupart des gens n'avaient jamais mis les pieds dans une banque. Et j'étais étonné dans un pays où les gens votent de voir la quantité de gens qui n'avaient même pas de CIN, le carte d'identification nationale. Donc, quand j'ai dit aux gens que j'allais voir si je peux obtenir un chèque pour eux, les gens ont poussé des cris. Non, j'ai dit, moi, je ne vais pas vous mettre à vous donner de l'argent en cash. Parce que l'idée était la suivante. J'ai fait une enquête dans le quartier pour voir à combien on loue ce qu'on appelle en créole un petit rapporté, c'est-à-dire un espace où les gens peuvent vivre. Et j'ai vu qu'à l'époque, ça se louait entre 5, 10, 15 000 goudes par 6 mois. Je dis très bien, je fais une pondération et j'avais besoin de 5 millions de goudes pour relocaliser les gens. On a bien dit et non pas compenser. Parce qu'effectivement, on leur a dit, vous étiez illégalement là, c'est une propriété privée. Oui, mais pas de guémoun. Oui, mais c'est pas la caille. On ne peut pas squatter. Non, voilà. Donc je demande au président Préval les 5 millions de goudes.
il me les fait donner par le ministre des Finances d'alors. Je vais à la BNC et je dis à Guito, paix aussi à son âme, il a été assassiné. Écoute, voilà ce qui se passe. Guito me dit, Michel, je vais faire mieux. Je vais ouvrir un guichet pour les gens. Fais-les accompagner par tes animateurs. Ce que je fais. Donc, chaque jour, on prenait 10 personnes, lot par lot. On leur donnait leur chèque. Ils allaient accompagnés par nos animateurs à la BNC, changeaient et il y en a qui ont ouvert des comptes en banque. Succès absolu. Donc, ça a commencé à créer une confiance. Okay? Nous ne pas venir pour nous bluffer, nous ne pas venir pour nous mentir. Et ça a commencé vraiment à faire que les gens ont compris qu'on était là pour faire quelque chose de sérieux. Bon, naturellement, les choses prennent du temps en Haïti, comme partout. Puisqu'on a affaire à des bailleurs, et il faut faire des TDR pour chaque construction que tu veux, lancer des appels d'offres, etc. Ces choses prennent beaucoup de temps. Donc il y a des gens qui disent, bon, le parc prend trop de temps pour être construit, etc. On ne voit pas. Mais on se réunit tout le temps avec la population, sans compter maintenant nos animateurs qui vont partout pour les projets que nous avons. On a un projet de gestion de déchets, on a un projet santé droit, qui n'est pas un projet d'intervention curative, mais préventive, beaucoup de formations. On a fait une enquête sur la représentation que les gens du quartier ont de la santé, de la maladie et de leur parcours thérapeutique. Le bagage qui coûte y aller, est-ce qu'il y a le Kaungan, est-ce qu'il y a le Calpé, est-ce qu'il y a l'ensemble de santé, etc. Donc on a vraiment toute une série de données qui nous permettent de mieux comprendre comment agir dans le quartier, dans la population. Et vraiment, je vais vous dire le test pour nous. Vous avez vu la clôture? Elle a été construite après le tremblement de terre. Le tremblement de terre arrive, personne ne squatte, personne ne rentre dans le parc. On a eu des gens ici qu'on a autorisé à entrer. On a eu à peu près 300 personnes, il y avait des blessés, comme le docteur Henry travaille avec nous, il a soigné des gens, etc. Mais 2 jours, 3 jours, 10 jours, 15 jours après, les gens sont partis et retournés chez eux. Personne n'est rentré dans le parc, il n'y avait pas de clôture. Même les gangs. Pour avoir traversé ce quartier lorsqu'il était tellement dangereux, je saisis une fois de plus toute la dimension des propos de Nelson Mandela. Il disait que, comme l'esclavage ou l'apartheid, la pauvreté n'est pas naturelle. Ce sont les hommes qui créent la pauvreté et la tolèrent. Et ce sont des hommes ou des femmes qui la vaincront. Si en tant que Premier ministre, Michel Pierre-Louis n'a pas réussi à changer Haïti en 2008, depuis, elle s'attelle chaque jour à faire de la pauvreté ici, non pas une chose du passé, mais à la rendre moins dure, car Haïti et sa jeunesse ont besoin d'action et non de paroles. Les experts disent souvent que la culture est la clé du développement durable, mais faire le point sur ce constat avec une réelle expertise et repartir sur de nouvelles bases en vue d'une démarche plus ciblée sur l'objectif recherché, à savoir le bien-être humain, est une autre paire de manches. Le parc de Martissan essaye de concrétiser partiellement le rêve d'habiter en Haïti. Et pour ce faire, chaque endroit a été pensé, étudié, construit, décoré pour permettre au public en général et aux jeunes de ce quartier en particulier de ressentir un certain bien-être collectif et d'oublier même momentanément que dans ce pays si pauvre, la vie peut être dangereusement oppressante. Les fleurs, les plantes, le vent dans les arbres majestueux, la grandeur de ce parc où l'on peut se promener toute une journée, invitent à la détente, à la décompression, à respirer, à lire aussi et à apprendre, comme dans cet emplacement que les nombreux jeunes du quartier ont décidé de baptiser Espace Caraïbes. Alors ici, les jeunes qui viennent presque tous les jours au parc ont appelé cet endroit Espace Caraïbes. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent s'asseoir sur les bancs pour lire, pour étudier, pour rencontrer des jeunes filles rencontrer des jeunes hommes. Pourquoi? Parce que là, il y a un magnifique poème de Jean-Claude Bajeux intitulé Espace Caraïbes. Tu dois le connaître, oui. C'est le long poème qui est sans ponctuation,
et qui se termine uniquement par un point, et qui n'a pas de majuscule d'ailleurs. Magnifique poème. Et puis, parce que aussi, on a ces poèmes que vous voyez là, un poème de Césaire, un poème de Castra, Georges Castra en créole, et un poème de Jean-Claude Bajeux en créole également, intitulé Loi Guinéo-Touna. En français? En créole. En français. Loi Guinéo-Touna. Eh bien, les lois de la Guinée sont revenues. Nos dieux, nos dieux sont revenus. Les étrangers nous écoutent. Nos esprits, voilà. Nos esprits sont revenus. Les esprits de Guinée sont Voilà. Donc c'est un espace très agréable, il fait toujours beau, même quand il y a du soleil des fois, mais ça ne dure pas, parce que ce magnifique arbre aussi qui s'appelle un bombax, et je dois vous dire qu'on est tenu d'identifier tous les arbres et toutes les plantes et toutes les fleurs, parce qu'on est en train de faire ici aussi un jardin botanique. C'est dans l'arrêté présidentiel, donc on y travaille avec une botaniste, Marie-Lise Rousier, qui, on va le voir tout à l'heure, a fait pour nous le jardin de plantes médicinales. Et Christine Chenet aussi, qui elle travaille beaucoup dans ce domaine. On avait mis des identifications temporaires, mais là on a un graphiste. Donc tout ceci va être classifié. Est-ce qu'il y a aussi des plantes très rares, parce qu'on sait comment, malheureusement avec le déboisement et tout, on a perdu beaucoup de nos plantes et de nos fleurs aussi. On a des plantes rares, on a des fleurs rares et on a des arbres rares. Donc vous verrez quand on va traverser dans l'ancien hôtel, les arbres assez rares, parce que la forêt est restée assez dense. Les habitants de Martissan, qui vivaient déjà dans des conditions de grande précarité avant le séisme de 2010, ont beaucoup souffert du tremblement de terre dévastateur. Moins connus que Cité-Soleil, le Champ de Mars ou Pétionville, Martissan et Fontamara n'ont pas attiré la presse locale et internationale. Ces quartiers sont donc restés presque invisibles dans leur souffrance. Leurs habitants se sont sentis abandonnés par les pouvoirs publics, alors même qu'en 2011, suite au séisme, l'enlisement de la zone était encore plus prononcé. Certains jours, l'eau remontait même jusqu'à l'intérieur des maisons. Il fallait donc qu'un mémorial soit érigé au parc de Martissan pour rendre hommage à toutes les personnes disparues dans l'anonymat. Mais la Focale a fait davantage encore, en invitant la population au dialogue et ensuite en tenant le rôle de médiatrice entre le quartier et les institutions publiques qui désormais collaborent avec la communauté. Alors ici, c'est l'entrée du mémorial. C'est Patrick Villers qui a eu l'idée de mettre par terre l'ombre d'une revenante. Patrick dit dans l'imaginaire haïtien, quand quelqu'un meurt, il y a toujours quelqu'un qui revient. Il y a toujours une revenante ou un revenant, donc il a voulu transposer ça et il a fait l'ombre et les pas de la revenante. Donc c'est l'entrée du mémorial et c'est avec Christine Chenet qui est architecte paysagiste que ceci a été dessiné. Ça n'existait pas, ça a été fait pour le mémorial avec à l'entrée le jardin de roses. Donc on suit les pas de la revenante. Alors Michel, ce parc avait débuté bien avant le séisme. Pourquoi et comment est-ce qu'il est devenu un mémorial? C'est une bonne question parce que quand on a travaillé avec le National Park Service pour faire le plan directeur du parc, à ce moment, on avait aussi créé dans le quartier ce qu'on a appelé des espaces de parole. Au fait, c'est un dialogue communautaire qui a été mené par une psychologue, Cécile Marotte, et l'idée était d'engager un dialogue permanent avec les gens du quartier sur leurs problèmes et sur aussi expliquer ce qu'on venait faire dans ce quartier. Alors, on a ouvert dans les bureaux que vous avez vus là-haut un registre où toutes les organisations du quartier et les notables venaient s'inscrire, de manière à ce qu'on puisse avoir une fiche identitaire de tout ce qui existe comme organisation dans le quartier. Et là, on en a eu plus de 200. Et ce qu'on a fait pendant 3 ans, par lettre, formellement, on invitait une quinzaine, des fois 12 personnes à participer
à ces rencontres où on discutait librement. On ne donnait rien, il n'y a que de l'eau. Donc il n'y avait pas d'enjeu monétaire ou quoi que ce soit. Les gens venaient et Cécile conduisait le dialogue un peu comme une maïeutique, tu sais, en poussant les gens à dire plus. Ça a eu un effet considérable. D'abord, les gens disaient, même entre organisations, on ne se parlait pas. Les gens de Grand Ravine ne parlaient pas à Soré, les gens de Thibois ne parlaient pas à Des-Louis. Ils se sont rencontrés dans un espace où ils pouvaient se voir, se reconnaître et se parler. Donc ça a été quelque chose, tu vois, je te dis ça, j'ai la chair de poule, ça a été quelque chose d'extrêmement important. Et une fois que nous, on a expliqué ce qu'on venait faire, ce qu'était le parc, comment ces propriétés privées allaient être transformées en espace public, les gens disaient, maintenant, nous allons parler de nos problèmes. Sécurité, number one. Number one. Chaque fois, c'est le problème prioritaire. On a fait une longue étude dans le quartier. C'est Michel Auriol qui a conduit cette étude. La même chose, la sécurité. Tu aurais compris que le logement, par exemple, aurait pu être une priorité. Pas du tout. Sécurité. Deuxièmement, salubrité. Troisièmement, est-ce qu'on est des citoyens et des citoyennes dans ce pays? Ou est-ce qu'on est laissé pour compte? Pourquoi on ne s'occupe jamais de nous? Pourquoi il n'y a pas de service public? Pourquoi on n'a pas d'électricité, d'eau? La CAMEP passe là, mais passe devant nous comme ça, et puis on n'a pas d'eau. Et puis voilà, discuter de ces choses-là, et puis au fur et à mesure, faire que les services publics rentrent dans le quartier. Donc on a joué ce rôle d'interface. Hein. Le MCCRS, c'est le MSPP. Ah, pardon, c'est le MTPTC. Le S2EUR, le service d'entretien et d'équipement routier, c'est le MTPTC, le ministère des Travaux publics, Transport et Communication, qui viennent dans ce quartier. Ils viennent de faire là pour nous tout un travail de ramassage de déchets, de piles de sable, etc. Le MSPP, le ministère de la Santé publique et de la Population, on a un projet, un programme Santé Droit, est venu pour la première fois dans ce quartier parce qu'on a découvert des gîtes larvaires et qui donnent la filariose, la dengue et la malaria. Ils viennent faire de la fumigation le soir avec les gens du quartier. Donc, jouer ce rôle aussi d'interface entre les citoyens, les communautés et les services publics, c'est quelque chose que nous, à Focal, on a pris très à cœur. Puis il y a eu le 12 janvier. Et puis il y a eu le 12 janvier. Alors, pour revenir à ta question, tu vois, je me suis sorti loin pour me près. On a réuni les gens et les gens ont dit, parce que le quartier a été extrêmement éprouvé par le tremblement de terre. Et tu sais, ça a pris 2 ans pour que, après mes efforts de nous, on vienne retirer les décombres, les remblais, tu sais. Donc les gens ont eu des corps sous les remblais pendant 2 ans. Et des gens qu'ils ont vus mourir sans pouvoir les aider sous les couches de béton. Donc le quartier a été extrêmement éprouvé et c'est au cours d'un espace de parole que la discussion est venue et ils ont dit mais pour qui ça n'a pas transformé espace ça en mémorial? Donc c'est venu des gens du quartier. Et c'est à ce moment que dans le plan directeur, on a mis que cette propriété deviendrait le mémorial du 12 janvier. Et chaque 12 janvier, on a une magnifique commémoration comme on l'a eu là il y a 3 jours. Alors ici, on est sur l'esplanade du mémorial. Et c'est ici que nous devons avoir le monument du mémorial. C'est vrai, on a vu les tombes, mais en fait, l'idée est aussi d'avoir un monument. Mais on ne voulait pas un monument classique. Là où vous voyez ces arbres, ces plantes vertes, on avait décidé de faire un monument qui serait comme un mur végétal, puisqu'on est dans un parc avec jardin botanique, mais qui aurait rappelé aussi des symboles de vie et du séisme et de vie. Puisque en fait l'idée du mémorial aussi, c'est qu'en saluant ceux qui sont partis, on rend hommage à la vie qui continue et l'investissement que nous devons faire dans la vie. Donc, l'esplanade est le lieu où nous avons nos rassemblements. De temps en temps, il y a des chants, il y a de la danse, il y a de la musique. Et donc c'est cet espace qui est utilisé pour ça. Mais les artistes qui doivent faire le monument réfléchissent toujours, ils cogitent toujours. Hein. Et il y en a qui pensent que ce serait beaucoup mieux d'avoir quelque chose autour du Bombax, donc le Mimi que vous voyez là et qui est magnifique. Donc là, on leur a dit, écoutez,
dans les prochains mois qui viennent, il faudra qu'on s'entende finalement sur ce qu'on veut faire comme monument, toujours dans cet esprit. C'est vrai, il y a eu la catastrophe, il y a eu les morts, mais nous, on est en vie et on a le devoir de nous réinventer dans cette vie-là. Donc, c'est un peu ce qu'on essaye d'inculquer aussi aux gens, en leur disant oui, c'est un espace de recueillement, c'est un beau jardin, mais justement, c'est beaucoup le symbole de la vie, même si on ne doit pas oublier ce qui s'est passé. Donc voilà, c'est ce qu'on fait ici. Le parc de Martissan vous propose aussi d'apprendre à mieux connaître les différentes espèces végétales que l'on trouve en Haïti. À côté de l'esplanade du mémorial s'étale un splendide Albizia molli, sous-espèce du Albizia julibrissin, à la fleur rosée fine et magnifique qui contraste avec la robustesse du tronc de l'arbre. Les plantes médicinales ont également été mises en valeur. Haïti dispose d'une faune et d'une flore d'une richesse encore inexplorée. Dans les jardins du parc, on redécouvre entre autres les vertus de l'aloès, l'aloe en créole, qui est une plante médicinale de l'Égypte ancienne qui procure de nombreux bienfaits. La plante Palma Christi ou Macristi, qui relâche efficacement les muscles du corps lors d'un massage, ou encore la papaye utilisée contre la constipation. L'utilisation des plantes médicinales est très fréquente en Haïti et dans les provinces, les habitants ont même recours aux plantes avant de voir un médecin. La Focale a également un jardin de culture maraîchère périurbaine. En effet, la production de légumes constitue l'essentiel de l'agriculture urbaine en Haïti. Il s'agit en fait de cultiver ces légumes dans des pots ou dans des pneus de voiture, à l'instar de la culture des fleurs dans d'autres pays. Mais cette technique permet de sauver de l'espace et de l'eau dans les quartiers populaires très denses de la capitale. Ici, on a voulu faire un jardin de culture maraîchère démonstratif. Parce que dans le quartier, on a un programme d'agriculture périurbaine. C'est-à-dire, comme on a de petits espaces, on peut avoir de la tomate, de l'aubergine, des épinards, de la laitue, et aussi les plantes médicinales. On a de la citronnelle, ici c'est de la mélisse. Donc, montrer, voilà. Et avec ça, que ça c'est un espace assez grand, dans le quartier où il y a si peu d'espace, puisque les maisons sont construites de manière extrêmement rapprochée, on fait dans des pneus ou dans des seaux. Donc, montrer, voilà, c'est pour la nutrition des enfants, des femmes enceintes, etc. Sans prendre d'espace. Sans prendre d'espace. Et aussi, ils peuvent vendre leur surplus. Alors, est-ce que vous allez leur parler, par exemple, de la possibilité justement de faire pousser toutes ces plantes, notamment sur leur toit? Oui, puisque ça absolument. Se fait... Des fois, c'est seulement sur le toit qu'il y a de l'espace. Voilà. Donc, chaque lieu où il y a de l'espace, on peut organiser un petit jardin de plantes maraîchères. Et comme ça a un double. D'abord, les gens sont très intéressés. Et puis maintenant, c'est beau de voir grandir de la tomate, de l'aubergine et de l'utiliser dans sa propre nutrition. Et donc ça, c'est à l'essai, on le fait chaque fois. C'est toujours à l'essai, dans le sens où après la récolte, on va en replanter, on va faire les gens voir, etc. Et puis, dans tout le quartier, on a ces petits jardins-là. Donc vous avez déjà commencé? Ah oui. Ah oui. Et qu'est-ce qu'ils en disent? Oh, mais c'est un succès formidable, vraiment. Et les gens en prennent soin. Donc, d'abord, c'est la première fois que ça se fait. Il n'y avait jamais eu d'intention dans des espaces aussi réduits de pouvoir faire grandir des tomates ou de l'aubergine. Et maintenant que ça se fait, il y a un engouement. D'ailleurs, on n'arrive même pas à répondre à toute la demande qu'on a maintenant. Est-ce que vous devez leur fournir les semences aussi? On fournit les semences et on fait de la formation. Alors, nous, on va probablement... Il y a un groupe qui dit « Permettez-nous d'avoir une boutique de semences, comme ça on peut vendre. » Okay? Donc, les premières démonstrations sont faites avec des semences que on nous donne. Et puis maintenant, ça peut générer aussi d'autres activités pour d'autres personnes dans le quartier. Le centre culturel Catherine Dunham, en phase de finition, va héberger une médiathèque ultramoderne pour les habitants de Martissan et un jardin médicinal de grande qualité.
Les travaux actuels consistent en la construction de 5 modules hexagonaux parasismiques qui abriteront une bibliothèque destinée aux enfants et aux jeunes, un espace multimédia et l'administration du centre. Un jardin de plantes médicinales est en cours d'aménagement sur le site. Celui-ci a pour objectif de mettre en valeur un savoir séculaire du peuple haïtien, pourtant peu documenté et valorisé, la thérapie par les plantes. Le public pourra également cheminer à travers le jardin pour y découvrir ou redécouvrir des essences végétales et leurs vertus médicinales. À moyen terme, de nouveaux modules seront construits pour y installer un espace d'exposition, des salles de répétition pour les artistes et une médiathèque. L'ancien péristyle sera reconstruit pour en faire une salle de spectacle d'une capacité de 300 personnes. Le centre culturel porte le nom de la danseuse, anthropologue et chorégraphe américaine Catherine Dunham, qui pendant 50 ans fit d'Haïti sa seconde résidence. Elle habitait la propriété sur laquelle se construit aujourd'hui le centre. Le parc de Martissan porte également l'empreinte de l'architecte haïtien de renom Albert Mangonès, décédé en 2002, puisque c'est là qu'il construisit sa maison dans les années 60. La création du parc de Martissan par la Focale est un travail de fond et continu qui vise à créer le seul et unique vrai parc d'Haïti à ce jour. Ce travail colossal est porté par l'espoir de permettre aux habitants de la zone d'habiter un cadre de vie à visage humain. L'espoir aussi que le projet acquérera une valeur emblématique en apportant la preuve, s'il en faut encore une, que l'on peut agir pour un quartier populaire en traitant en citoyens ses résidents si longtemps tenus hors de la cité. Gen pile moun ki di nan Martissan jamais pa gen moun se. Yo di pa gen moun se, yeah. Tande, Oh oh. tande. Gen pile Cherche moun ki konfiance mwen, yeah. se jen mwen, yeah. Mwen konte pa mi moun se, yeah. Se jen nou, yeah.